Honorable Président pour la parole, honorable membre du bureau, chers collègues, je voudrais aussi abonder dans le sens de soutenir l'initiative du collègue Jean-Paul. Cette loi est vraiment importante pour la République. L'image qu'on a à l'extérieur comme à l'intérieur sur les droits de l'homme mérite de voter cette loi parce que cette loi va améliorer la qualité et l'image du pays sur le plan international comme national. Vous savez, un des collègues l'a dit, à l'intérieur, au village, les défenseurs des droits de l'homme jouent un rôle très très important. Nous venons de perdre un jeune de 20 ans dans la prison de Mouzézé parce que les défenseurs des droits de l'homme n'ont pas été écoutés. Il y a eu un groupe de jeunes entrepreneurs qui ont quitté le Sud Kivu, dans mon territoire de Walungu, pour se rendre au Nord Kivu. Les services de sécurité l'ont soupçonné en croyant que ce sont des rebelles. Malgré leur identité, malgré la défense des défenseurs des droits de l'homme qui sont venus pour prouver que ces citoyens sont des citoyens congolais, on les a jetés en prison et a été étranglé un jeune de 20 ans. Ce matin, avant de venir ici, j'ai reçu quelqu'un à mon bureau ici à Kinshasa, venant de Bukavu. Il a été arrêté pendant 5 jours ici parce qu'on les a rencontrés parler en Swahili. On a dit, mais vous devez être du Rwanda, comment vous parlez le Swahili? Il a été arrêté pendant 3 jours ici à Kinshasa. Vous voyez, nos services de sécurité méritent d'être suivis par les défenseurs des droits humains ou droits de l'homme. D'ailleurs, je crois que le gouvernement a intérêt de soutenir et de financer avec le budget national les défenseurs des droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme, à l'intérieur, ça ne fonctionne pas comme on le pense ici en ville, au centre-ville. Donc, nous pouvons dire, comme ils l'ont dit ici et même dans l'article 4, les défenseurs des droits de l'homme formulent des critiques positives et fait des propositions, des suggestions au niveau du gouvernement pour améliorer les droits humains et les droits de l'homme. Je crois que pour nous, cette loi est bénéfique parce que même sur le plan des affaires, quand vous allez aujourd'hui à l'extérieur, les partenaires ou les investisseurs disent « il paraît chez vous, on ne respecte pas les droits humains et les droits de l'homme. Et chez vous, on transforme les citoyens en source de financement par les services de sécurité. Lorsqu'on vous arrête, on vous jette au cachot. Vous ne sortirez pas sans payer quelque chose. Surtout à l'intérieur, les citoyens sont transformés en source de financement par manque de respect des droits humains. Donc pour nous, cette loi mérite d'être soutenue et ce projet de loi doit être quand même voté par tous les députés parce que les députés aussi sont considérés comme, a dit quelqu'un, comme les défenseurs des droits de l'homme. C'est nous qui recevons tous les jours tous les problèmes que les citoyens rencontrent sur terrain, surtout dans les milieux reculés où il n'y a pas l'autorité de l'État. Chacun, quelle que soit la police, l'armée, le service de sécurité en air, tracasse. Et c'est le seul défenseur des droits de l'homme qui fait face à ces services pour dire « ça, vous ne pouvez pas faire, ça, c'est mauvais » contre les droits de l'homme. Donc, merci pour notre frère, notre collègue Jean-Paul qui a initié ce projet. Ce projet vraiment mérite d'être soutenu par les collègues
députés. Merci beaucoup. Cela étant, je voudrais au nom de vous tous, chers collègues, dire un grand merci au collègue Segiobe pour sa probité intellectuelle. Parce qu'il a décrit l'évolution de ces textes, les textes qui ont précédé, qui ont été examinés avant par les deux chambres et qui n'ont pas connu un aboutissement heureux. Il a relevé ça. Il faut avoir ce courage-là pour le dire. Merci, collègues. Le deuxième remerciement, c'est celui d'avoir présenté avec beaucoup d'aisance ces textes de loi devant tous les collègues. Merci, collègues. Si le texte est adopté par les deux chambres, il va enrichir le nombre de textes proposés par les honorables députés et les honorables sénateurs. Merci, collègues, pour cet exercice. Ça honore notre chambre et ça vous honore vous aussi en tant que député et en tant que professeur de droit. Merci, collègues. La parole vous revient maintenant pour tenter de rencontrer les préoccupations exprimées par les collègues qui ont pris la parole tout au long de ce débat général. Vous avez la parole, collègue. Je réfléchissais sur l'article 12, par ailleurs, qui avait été proposé par le Sénat. C'est possible, donc on peut bien, pour moi, sans beaucoup de difficultés, aussi mentionner l'article 60 et vous avez raison. Alors, dans mon exposé, je n'ai pas évoqué toutes les sources internationales, mais si vous voyez bien l'exposé des motifs, je suis revenu sur ce que vous avez dit, peut-être pas la Charte des Nations Unies, mais en tout cas la Déclaration universelle des droits de l'homme, les deux pactes, la Charte africaine des droits de l'homme, etc. Mais comme vous l'avez dit, c'est des choses qui doivent encore s'améliorer. Vous avez eu aussi raison de revenir lorsque vous parlez de l'article 203, avec cette compétence concurrente du national, avec, donc, au niveau national et au niveau provincial. Je crois qu'il faut absolument qu'il y ait cette cohérence. Peut-être qu'heureusement qu'il n'y a pas encore jusque-là beaucoup de provinces qui ont déjà pris des édits dans le sens de défenseur, non, de protéger les défenseurs des droits de l'homme. Mais ce qui est déjà fait, c'était un échantillon que nous avons cité, que vous avez enrichi. D'où la nécessité d'aller vite pour pouvoir amener à ce que, effectivement, il n'y ait plus le temps passe sans que le niveau national ne légifère, plus on aura des difficultés le moment venu pour harmoniser avec les édits. Mais vous avez raison, effectivement, il faut éviter les chevauchements. Et nous, ici, nous avons intérêt à pouvoir aller plus vite pour essayer de pouvoir être pratiquement, j'allais dire, la référence ou alors l'étoile directrice de toutes les initiatives qui viendraient des provinces. Bon, pour les définitions, je crois que vous avez eu raison et je n'y reviendrai pas. Alors, il y a un autre point que vous avez relevé,
lorsque vous faisiez un commentaire sur l'article 15, les obligations de l'État, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'ériger en infraction spécifique? Là, je crois que c'est aussi une préoccupation importante, mais il reviendra probablement à la Commission de voir dans quelle mesure cela peut être fait, parce qu'effectivement, vous avez raison, et il peut arriver aussi que le procureur de la République n'agisse pas. Est-ce qu'il y a un mécanisme de recours contre la décision du procureur? C'est des éléments qui, pour moi, doivent enrichir ma proposition de loi. Alors, il y a plusieurs... Merci, collègues. Qui sont contre? Hakuna. Qui s'abstiennent? Hakuna. L'unanimité. Au vu du résultat de vote, Voilà. l'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Unanimité. Chers collègues, selon notre agenda de la session, c'est une loi qui porte sur la protection et la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme et qui manque tant à notre pays. Vous connaissez les conditions dans lesquelles les défenseurs des droits de l'homme travaillent et nous savons bien que les droits de l'homme restent essentiels pour tout pays, tout état de droit démocratique et à plus forte raison pour notre pays. Et j'ai dû démontrer que l'absence dans notre système législatif d'une loi qui protège justement les défenseurs des droits de l'homme était quelque chose qui devait être rapidement comblé. Et voilà, donc la loi, effectivement, porte sur une catégorie de personnes, de citoyens, qui jouent un rôle essentiel dans la bonne gouvernance, dans l'émergence d'un état de droit démocratique. Et ces personnes sont les défenseurs des droits de l'homme. Oui, il y a plusieurs innovations. D'abord au droit, leurs droits, par rapport à des devoirs, parce qu'ils sont aussi soumis à des devoirs, mais il y a une grande innovation, c'est les mécanismes de protection qui résident dans les obligations incombant à l'État congolais. Évidemment, il y a d'autres éléments par rapport à la mise en place de ces mécanismes qui pourraient enclencher les poursuites à l'encontre d'un défenseur des droits de l'homme. Et voilà, il y a beaucoup d'éléments et je dois dire que je suis heureux d'avoir reçu une approbation pratiquement unanime des collègues au niveau de la plénière. J'ai suivi, il y a des collègues qui ont pensé que les défenseurs des droits de l'homme négligent en quelque sorte les droits des victimes et mettent l'accent sur ceux des agresseurs ou des brigands comme ils l'ont dit. Mais ici, je crois qu'il faut rester dans une situation de neutralité juridique qui voudrait que même les brigands, les Koulouna dont on a parlé, il reste un humain et il a droit à des droits. Il a droit d'être défendu et il a droit à un procès équitable. Et il est présumé être innocent. C'est aussi un droit qu'on doit défendre. En plus de cela ou à côté de cela, il y a effectivement les victimes qui ne doivent pas être négligées. Ils ont vu leurs droits violés et ils doivent être défendus pour que réparation soit faite. Pour moi, le défenseur des droits de l'homme doit être l'homme de tout le monde. Que ce soit un homme, l'homme des brigands, que ce soit du côté des victimes. Tant qu'il y a un problème, une question de droit qui se pose, de droit fondamental, là, il doit agir, quelle que soit la personne. La personne peut même être étrangère. Hein. Les défenseurs des droits de l'homme, ce n'est pas uniquement pour les Congolais. Il suffit qu'il y ait toute personne qui se retrouve sur le territoire congolais, qu'elle soit étrangère ou nationale, elle a droit à une protection, elle a droit de voir ses prérogatives être défendues. Et donc les défenseurs des droits de l'homme n'iraient pas à côté ou ne feraient pas une discrimination liée à la nationalité.